want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous sommes de retour, nous allons passer à du TVZ. Fini le PVP, fini les match-up miroirs. C'est fini, les gars. Nous allons nous concentrer sur l'essentiel, sur la poutrance, sur la qualité, sur l'excellence, sur du JG contre Impact. Impact qui est le joueur le plus en explosion à l'heure actuelle depuis Impact. Ah, il est là, Spook. Si les Coréens n'étaient pas là, si les Coréens n'étaient pas là, on se ferait chier. En vrai, les gars. J'adore nos foreigners et en vrai, après toutes ces années de StarCraft, on a des foreigners qui sont excellents. Mais la scène coréenne, ça a toujours été le meilleur. Hein. Pyeongchang, hein. Tu vois, il y a 5 ans, un event genre Pyeongchang, t'as 2 Coréens, t'étais sûr c'était la finale. Là, les 2 Coréens, t'en as qu'un en finale, et il se prend un gros 4-1 dans la gueule. Donc voilà, Scarlett qui, pour ceux qui n'ont pas suivi, a remporté les IUM Pyeongchang. Donc félicitations à elle. C'est un autre titre pour la Forénie et surtout son premier titre. Voilà, ça paraît bizarre parce qu'elle est là depuis la nuit des temps. En fait, c'est des games incroyables. C'est son premier titre en tournoi majeur. Mais parce qu'en fait, en offline, elle en a jamais eu. Genre, elle a fait moult finales. Vraiment. Je me souviens celle face à Jedong. Non, mais WSS-NA à une époque, c'était elle et Jedong, tu vois. Il n'y avait pas vraiment d'autres personnes qui étaient présentes. Mais arrête, mec, on va caster ça. Arrête de regarder. Mais genre le mec qui se spoil sur des trucs de... Tu sais quand tu gères le contenu et qu'en plus... Je m'en bats les couilles. Forcément je suis spoilé de base. Mais ouais non mais Scarlett elle a fait effectivement un bon paquet de finales, j'ai envie de re-regarder. Mais Scarlett elle a fait un paquet de finales, notamment les Home Story Cup régulièrement, les top 3, les top 4 dans ce truc là, Asus Rogue, genre là tu... WCS Yokomping. American Qualifier, ah ok. Non okay, mais effectivement t'as un paquet de gros tournois où elle a performé sans jamais aller jusqu'au bout. Sa plus grosse défaite je pense être en face à Hearthstone sur Cup. Ah oui, c'était dur. Enfin, bref, Impact ici en bas à droite, un joueur qui a été juste en finale, c'était en VSL, il avait réussi à s'imposer face à Innovation. Voilà, c'est quand même pas dégueu. Non, clairement Impact qui est clairement le petit bâtard. Non, Impact qui est un des gros up-and-comers Zerg de la scène coréenne. Il n'y a pas vraiment d'up-and-comer Terran en dehors de Bunny, mais bon, en fait, ça fait déjà un moment quoi. Le dernier qu'on a eu c'était Speed. Ouais, mais voilà, et c'est ce que je veux dire. Ça fait déjà 2 ans. Et d'ailleurs, Speed, que les gens prononçaient Speed E, puisqu'en fait son D était majuscule, et du coup c'était en anglais, du coup ça faisait Speedy. Là où mais ouais non, Speed était le dernier arrivé et je crois qu'il a transitionné sur LoL assez rapidement. Mais sinon ouais non, t'as des protos, t'as des armes en Corée, t'as pas vraiment de Terran qui essaye... Oh lol. Oh ça va être dur. Mais cette trajectoire d'Overlord, holy shit. Ben en même temps c'est l'over justement d'Antiproxy, hein. Les plus gros enfoirés de la planète, ils vont même mettre jusque les casernes là. Oh là là là. Ouais mais là tu regrettes tellement ton placement de caserne quoi. Là c'est avantage du coup en plus, pour le joueur. Tu sais que t'es vu là maintenant. Genre. Parce que genre, enfin, moi j'ai toujours un problème, vous le savez, hein, si vous suivez mes streams ou si vous suivez mes casts, à chaque fois je râle dès qu'il y a des Proxy Rex. Proxy 3 ou 4 Rex, si c'est pas vu, genre tu meurs instantanément. Proxy 2 Rex, voilà, non, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, en fait, tu vas temporiser, ça te coûte très cher. Je pense qu'il sort peut-être beaucoup de drones. Ouais. Pour 2 Rex en fait. C'est ça, en fait. C'est pour 2, c'est beaucoup. En fait, ça te permet d'intercepter le premier marine et pour la perte économique que tu as et le gain de temps par rapport si ça avait sorti 2 fois moins de drones, ça ne vaut pas la chandelle. Genre, ah la vache, c'est quand même. Non mais. C'est quand même 9 drones. C'est 8 drones. C'est beaucoup de drones qui sont sortis. Ils sont pas en train de taper des SCV, ils sont en train d'essayer de choper le Marine qui inflige son petit dégât mine de rien, donc il gagne du temps pour le reste. The Bear and the Stash, bien sûr, Riku qui resub pour moi-même et Yogo du coup je suppose. Merci à toi, on arrive à choper finalement le premier Marine. Pour l'instant on n'a pas perdu de drone finalement si on en perd quand même 3, pardon j'ai complètement fucké à ce niveau là, désolé pour ça. Oui, mais on chope en SCV pendant ce temps là. Et franchement 4 drones plus la perte de récolte, ça justifie presque le fait d'avoir fait un double. On n'est pas encore là parce que la B2 elle est toujours en vie, on a un potentiel de transition qui va être énorme du côté de chez Impact, mais
Ben, pour l'instant, les marines, on en a battu combien? On en a quand même battu. Non, bon, honnêtement, ça va du côté de Champact. Je voulais pas être mauvaise langue. Par contre, récupération du dominant, c'est excellent. Et là, c'est un dominant qui a une grosse valeur parce que t'es quasiment supply block et ton prochain over il est pas lancé. Et très clairement, ça va vouloir dire un moment où tu ne vas pas pouvoir produire des unités de combat. Du coup, ça va vraiment compter sur le positionnement pour temporiser un maximum le prochain overlord. Parce que clairement, là, t'es capable de perdre la fight. Hein. C'est le mec qui sort de marine de plus et justement, ils sont en train d'arriver. La fight qui est déjà posée cependant du côté de chez Jaggi pour lui permettre de transitionner et on va ramener au moins une Derax à la maison. Là on pourrait chercher à garder une Derax, voilà, pour garder le même contrôle. Est-ce que tu fais pas la même chose que ce que tu as fait contre Classic tout à l'heure où tu poses ta Rax du coup sur la B3 directement? Tu prends l'information. En fait, sur cette carte-là, tu as la possibilité d'avoir 2 B3. Donc, est-ce que c'est forcément malin d'aller la poser en mode bourrancieux? Ok, ben il va le faire pour forcer son adversaire à avoir la moins bonne. Dans tous les cas, tu vas chercher le starport. Tu vas poser ta B2 dans ta base principale. Est-ce qu'il a produit assez de dommages, Jaggi? Genre, c'était vraiment le service minimum pour avoir le droit de jouer. Mais on a un pack qui est devant. Le fait d'avoir sa deuxième base déjà en route, même s'il n'a pas de technologie lancée, il a la possibilité d'exploser son économie avant d'avoir à lancer de réponses réelles face à ça. Parce que quoi qu'il arrive, Terrain, en fait, c'est un bon call, à la fois en macro-légion, à la fois en... Oh! On a eu un join bien sûr de la part de Maminovax qui rejoint la route tout poutre pour essayer de carry bien sûr, d'autant plus la poutrelle vers les sommets les plus élevés, c'est-à-dire le Mont Blanc en France. Évidemment. Oui. Donc ouais, ce que je disais, c'est quoi? De toute façon, les queens, c'est jamais un mauvais choix. Tant que t'as des thunes, en fait, autant en faire. Donc ça va servir à la fois pour macro-gérer, à la fois pour défendre. On fout du creep pour l'instant, on cherche de l'information juste avant qu'on a... Voilà, on a vu la B2, donc tu sais qu'il y a une transition. Donc ouais, non, Impact, il a un bon petit niveau éco, faut juste pas s'endormir. En fait, c'est la grosse difficulté dans ce genre de situation. C'est voilà, le joueur terrain, tu sais, qui va venir t'emmerder. Il faut essayer de savoir un peu près ce que c'est, pas que ce soit un plan pourri, revenir all-in sur une base ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'avoir vu la B2, c'est déjà une très bonne indication. Donc Jaggi, maintenant, il va lui falloir un petit plan un peu miracle. On passe par la bande Chiclo, qui est le truc le plus standard, mais en même temps, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Si tu fais un libérateur, c'est une très bonne option sur un plan de jeu standard où tu as beaucoup d'unités et ton libérateur en fait n'est qu'une diversion. Là ton libérateur il arriverait tout seul, donc c'est nul. Un mini-vague pour dropper quoi? Ça serait nul, le mec il a déjà de la pop. Tu vas faire quoi? Enfin, en fait t'as que la bande Chiclo. T'as que la bande Chiclo pour faire des dommages, pour forcer une réaction à ton adversaire et puis le potentiellement le voler. Genre, même les lions en soi, genre, il y a aussi velléité de vol potentiel, genre, même si le mec il a fait un roach warren, il a pas fait 8 roach. C'est vrai. Si t'es Lion, il traversait la map maintenant, il serait quasi sûr de trouver 3-4 kills. Alors c'est pas forcément rentable, mais c'est 3-4 kills néanmoins, et la game elle est déjà bordélique, et du coup tu cherches à là créer le bordel, vu que déjà t'avais commencé par du double axe proxy, crever mes 3 dictats et C2 pour pion, c'est bien sûr Gerbiaz qui est là pour soutenir, voilà, malgré la fatigue. Vas-y Gerbiaz, accroche-toi, continue à appuyer sur le bouton sub, bien évidemment, voilà, le boulon on s'en bat les couilles, mais attention le viking qui va se faire intercepter par la queen et la grosse pression frontale. Hein. Mais c'est bien, hein, tu vois, c'est une petite... Alors c'est dommage, le viking m'avait donné finalement pas grand chose, mais on avait comme des unités qui ont été mobilisées là. Pendant temps, on va attaquer avec l'Elba de l'autre côté. Un petit 10 mois où allez bientôt un an. Je vous kiffe, bisous à toi, je n'ai pas vu le no. Madeway. Madeway. Bien évidemment, continuez à soutenir le Starcraft de game, ça fait plaisir. Oui. Alors ici on a l'amélioration de défense, on a le speed roach, chambre d'évolution du côté de chez Impact, c'est la deuxième. Son dev en fait il est parfait. Dans ce genre de situation, Impact c'est un peu l'un des plus gros monstres de la scène je trouve. Pourquoi? Parce qu'en fait sur les fondamentaux il est fort. Et dans les fondamentaux, au-delà des build orders, je parle des mécaniques, là, t'as 400 d'APM qui sont utilisés pour faire du cri, pour toujours placer des unités en run-by, pour faire les bons calls, il est hyper solide là-dessus. Maintenant, voilà, il y a le petit run-by, voilà Jaggi qui a trouvé la petite fenêtre ici, excellent, c'est bien fait, c'est bien fait, et ça, grâce à Caderon, finalement, il a vu qu'il n'y avait pas d'unité dans la zone, et donc il a pu se engouffrer par le nord. Et là, il a besoin, voilà, il a rentabilisé quasiment ses lions, hein, mine de rien, 10 récolteurs qui sont tapis. Il a fait complètement la partie. Hein. Genre là, il a pris la valeur de ses, il a pris plus que la valeur de ses lions d'un point de vue purement monétaire en termes de drones, et du temps de minage a été perdu, donc ces lions sont largement rentables. Et là il y a
Il y a la deuxième vague qui est en train d'arriver, un peu l'effet qui se coule des Banshee qui pourraient arriver sur tous ces drones qui sont tellement lourds en vie. Ce qui veut dire que les Banshee n'ont plus besoin des deux pour les one-shot directement. Ça pourrait être très efficace. On prend 4 drones supplémentaires d'ores et déjà dans cette première partie de l'agression des Banshee. Et là, on pourrait réussir à prendre la Queen, ce qui serait encore une fois assez dramatique pour le joueur Zerg. On arrive à préserver la Banshee, très très bon pour le joueur Terran. Ceci étant dit, rush sur la fosse d'infestation. Maintenant, c'est un petit peu le coup de tilt en fait, surtout ce genre de situation où t'es Zerg, enfin n'importe quel joueur en fait, t'es en train de dominer, t'es bien, le mec il a lancé un schiste, tu l'as scouté, tu l'as défoncé, t'es bien, t'es devant, et genre tu sais ce qui va t'arriver dans la face, parce qu'il n'a pas beaucoup d'options, et genre tu te fais arnaquer quand même, mec t'es blasé, c'est un gros coup moral, se reconcentrer derrière, c'est compliqué. On part sur une tanière réaliste et on part donc potentiellement sur un tier 3, ce sont des bonnes options. Maintenant, ça part sur un 60 drone et une absence de B4. Hein. Donc c'est pas non plus la meilleure situation de l'histoire de StarCraft 2. Indeed. Et du coup, on va voir ce que ça donnera sur les prochaines secondes ici du côté du joueur Terran qui doit réagir au T3 de son adversaire, le 1-1 qui a été envoyé, le Steam qui arrive forcément tardivement en considérant son opening extrêmement agression orientée. Et on verra du coup le Hydraulic Speed qui est en train de se faire. Du coup, on vous le rappelle, c'est sur l'ancien patch. Hein, du coup, c'est et le speed et la portée qui sont sur cet upgrade, même si ça a changé maintenant. On a donc 2 cyclones. En fait, c'était un peu la panique en fait de se prendre un gros timing sur les sur les cafards qui finalement n'a pas eu lieu, mais c'est l'option de la sécurité de Jack-J. Maintenant, la grosse difficulté, c'est comment les rentabiliser ces petites bestioles. Déjà à partir du moment où il met sa B3 en fait et qu'elle est à peu près en vie, qu'il récolte dessus, il va s'en satisfaire, hein, surtout que la B4 d'impact n'est pas encore terminée, ça c'est du danger présent, on va s'en sortir, mais là c'est ce moment où tu paniques parce que t'as 2 vieilles barquettes qui arrivent sur ta base. Des barquettes. Non, moi ce qui me fait surtout marrer c'est l'animation du tir du truc, tu vois, t'as vraiment l'impression que c'est une arme nulle parce que les balles elles ont l'air à moitié tomber en milieu de chemin, genre il n'y a pas assez de puissance pour les envoyer, mais ici la pression elle est réelle et les balles des marines elles touchent droit à leur cible, les 2 queens qui sont tombés au tapis, les tanks qui arrivent derrière pour faire un peu la justice, pour assurer la retraite finalement de ces marines, et on a fait énormément de dégâts ici, tombant l'essentiel des rôles, du coup il ne reste quasiment que des ravageurs et des Israélites qu'on va rajouter cependant une deuxième factory pour pouvoir continuer la production de tanks et l'agression qui revient de l'autre côté avec les cyclones notamment qui target directement sur la hatch et qui ne fight pas les Zerglings. C'est peut-être un peu une erreur ici parce qu'on va perdre les 2 cyclones gratuitement. En fait, on a un Jack-J qui a un petit peu forcé le multitask à un moment où ce n'était peut-être pas nécessaire. Tu vois, il avait fait les dommages pour pouvoir installer sa B3, ça commence à être pas mal. Mais il a eu peur en fait de se prendre un gros timing de son pop. Voilà. Du coup, il s'est précipité, il a voulu jouer le multitask, ça a un peu foiré. Bon, voilà, tant pis, ça arrive, hein, ça fait partie du jeu. Maintenant, est-ce qu'il est en retard plus que ça? Pas spécialement. Au niveau des améliorations, il est bien. Oui, il a pris un petit coup au niveau de la population, mais il va pouvoir lancer ça très rapidement, notamment dû au fait que Impact, il ne profite que tout juste de sa 4ème base. Voilà, donc cette game elle est complètement en train d'avancer, on est sur Ascension to Allure et on est sur un setup bio, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cool forcément à jouer. Maintenant Impact il est sur quoi? Il est sur du Rochira. La dernière fois qu'on a vu ça c'était quand? Où le mec a fait, je crois que c'était à Leipzig et on a trop rigolé tellement c'était ridicule. Non mais en vrai ils sont pas mal à faire ça contre du mecha, mais contre de la bio c'est nul à chier. Mais je sais plus quel Zerg en fait qui n'avait pas compris en fait que c'était bio. C'est pas Snout? Ah, je crois, c'est peut-être bien Snout. Enfin, je sais plus contre quel Terran c'était, et en fait il comprend pas que c'est bio, et il avait déjà lancé, enfin au moment où il comprend que c'est bio, il avait déjà lancé son 2 de Roach et il s'est fait, mais genre... Ce qui est ballot c'est que... c'était Keladure contre... Ah c'est peut-être au vieux truc américain, Keladure contre Scarlet. Ah, Keladure contre Scarlet, ça devait être ça. Enfin bref. Ok. Oh, c'est tellement bien fait mais tellement coûteux. Parce qu'on perd un Medivac, mais pas le second, ce qui sauve un petit peu les miches. Et c'est quel bâtiment qui est mort? C'est la couveuse. Ok, bah my bad, désolé. J'ai juste vu les Broodlings du coup qui mouraient, enfin qui finissaient de pourchasser l'armée Terran. Ici il va quand même falloir réussir à tenir une ligne frontale, hein, parce que mine de rien, genre, oui la composition Roach, Ravageur, Hydra c'est pas ouf en mid-late game. Mais il y a quand même l'opportunité de trouver du dégât, hein. C'est aussi pour ça qu'il y a des joueurs qui continuent de le faire. Les Vipers en plus de ça qui sont là pour caler potentiellement les Blinding Cloud, voire les hooks, hein, parce qu'il n'y a pas tant que ça de tank. La première Viper cependant qui meurt en ayant claqué seulement un Blinding Cloud, et ce sur la rampe. Et du coup la bio ne peut pas taper les tanks cependant qui se vont prendre un parti, et le reste de la population qui va se retrouver à fighter face à des Roach, des Ravageurs, à des Hydra qui ne sont pas en mesure de faire face à la fois au SEV et à la bio. Alors Roach Hydra c'est mais on le voit, il se fait défoncer la gueule ici. Maintenant,
On a pris 29 SCV, on est sur 70 drones. Impact a aussi balancé le run by de dernier ici, donc tu vois, il était parti sur une composition qui était sous-optimale, mais il a réussi à prendre le meilleur engagement possible en exploitant ici ce petit couloir, en mettant les nuages aveuglants de manière parfaite. Mais il lui faut tenir ce timing. Il est en déficit de population. La DLG va pouvoir peut-être récupérer une quatrième base qui pas mal. Bonifie aussi l'efficacité, 79 drones. Franchement, en vrai, cette game est encore une fois en train de se relancer. Hein. Et c'est dans ce moment-là que tu perçois pourquoi Jack-J gagne une GSL en 2014. Hein. C'est le mec, mécaniquement, il est bon. Genre, on a tendance à trop l'oublier. Les gens, ils te parlent de TY, ils te parlent d'innovation, ils vont te parler de E-Live, de Bunny, de Bion. Mais il faut se rappeler que Jack-J, c'est un terrain old school. Hein. C'est un mec qui a train avec MVP. Hein. C'est pas le dernier des noobs non plus, clairement, il faut pas l'oublier, même si c'est un joueur old school. Et ici, il est bien en place dans sa partie. Il faudrait quand même qu'il lance son 3-3. Hein. Ça serait vraiment une option non négligeable face à un Zerg qui est 2-2 et qui est en train de faire sa carapace quitineuse, mais aussi sa vitesse d'ébène. Il a l'air cependant d'être en train de tout mettre ici sur la prochaine agression. Il veut vraiment faire le dégât qui fera la différence avec ses tanks qui sont déjà mid-life, mine de rien. Donc c'est très très bas. Et sa bio-ball qui est endommagée, mais qui pourrait le faire face à des Benling qui n'ont pas suivi. Mec, pourquoi le Benling était aussi exposé? Bah je sais pas, hein, c'est un peu les random placements de bâtiments. On a une belle concave ici, à la fois de tank et de bio. Est-ce qu'on va circuler avec des unités? Non, pas spécialement du côté de chez Impact. On va se précipiter ici. Maintenant qu'on a des ultra, est-ce qu'on va peut-être mettre des planiques, les unités terrain qui sont un peu près superposées. Ce qui fait que le Zerg a un maximum d'efficacité sur ses sorts. Et il arrive à dégager tous les tanks. Oui, mec, la bio, on ne l'a pas touché, mais on a claqué toutes les unités qui coûtaient du pognon. Ouais, les unités qui ont du pognon, ceci étant dit, pendant ce temps-là, le multitask de Jack-J qui va commencer à se lancer, c'est du 2-2 contre 2-2, certes la carapace quitineuse qui est en train de se terminer, mais ça permet pas de gérer le multitask d'un Terran un petit peu trop énervé, qui a beaucoup de Medivac, comme les Terran old school de leur marque. Ici, les Medivac qui sont en train d'arriver, c'est dommage d'avoir le Medivac le plus affaibli en première ligne, mais il n'y a pas l'air d'y avoir d'unité pour l'intercepter, du coup les Medivac qui vont tout débarquer directement dans la main, on pourra réussir à trouver beaucoup de dégâts. Ici, sur cet écran, du côté de Jack-J qui drop directement 32 pop dans la base de son adversaire, et qui tente de prendre la vague frontale. Ici cette vague frontale, il faut la quitter, c'est du Trace, ils ont la carapace qui le. Ceci étant dit, sans leur 3 de défense, ils ont l'air de quand même fondre. Pourquoi il y a toute la pop qui est morte? Mais en fait, c'était un petit peu trop ambitieux. Il y avait beaucoup de Rothschild pour défendre les drops. En fait, c'est très puissant parce que c'est pas des Zerglings qui arrivent à la queue leu. C'est un peu lent les Roths, mais en fait, quand ça arrive avec les hydrauliques, bah, tout de suite, c'est un peu plus puissant. Maintenant, là, on refait un bon début d'engagement. Mais la Queen qui a pas mal de temps qui est là, on a assez de regrouper. Oh, c'est ambitieux ce qu'il est en train de lancer ici, Jackie. Mais il est juste en déficit de population. Le Travis qui se rentabilise. Oui, il est mort, mais derrière, il reste quoi? Il reste 3 maraudeurs à marine de temps. Bah, surtout, il n'y a pas de Benling dans cette composition, tu vois, et ça commence à poser problème. Cependant, les Blinding Club qui sont absolument excellents de la part d'Impact ici et qui est en train du coup de faire effectivement son trou dans cette game avec les deux tanks qui sont au tapis. Et il faut le rappeler, depuis au moins 5 minutes on a un Jack-J qui est seulement sur 40-50 CV à chaque fois, pas beaucoup plus, et du coup qui se trouve vraiment avec une économie limitée. Ouais, c'est cool, t'as des mules, ouais, c'est cool, t'as une PF, mais mec, ton income par minute de manière très régulière il est inférieur à celui du joueur Zerg, et là plus le temps passe et plus ça a l'avantage du coup d'Impact. C'est ça, un Impact, il est. Tu vois, tu sens qu'en fait il y a eu de la pression parce que c'est typiquement le genre de joueur qui va du creep au milieu de la carte à 8 minutes de game, mais là on est à 15 minutes et on a avancé 3 tueurs muqueuses. Ça montre à quel point il a été intense, hein, Jack-J dans cette partie, qui va continuer sur cette dynamique parce que clairement là il ne peut pas laisser son adversaire traverser la carte. Il a juste 2 fois moins de population. Voilà, donc c'est impossible qu'avec 2 fois moins de population, avec du retard sur les améliorations, ici on a du niveau 3, là on est encore que sur du niveau 2. Jack-J il lui faut jouer vite et bien s'il doit avoir une chance de revenir dans cette game. Cette chance, elle reviendra en plus de la vitesse avec les libérateurs range. Hein. C'est pas genre je fais de la bio pour faire plus de bio et de toute façon me faire répliquer à la fin dedans. Il a du tech sous la dent. Maintenant, il va falloir multiplier ce genre d'opération où ça prend de l'ultra. Hein. Ouais, parce que là, c'est 4 marines qui sont morts pour un ultra. Hein. Donc clairement, c'était très rentable pour Jack-J. Ici, qui va commencer à taper sur la hatchery directement. On ignore complètement les drones, qui pourtant pourraient être une cible de choix. Hein. Mais si on arrive à limiter l'income du joueur Zerg, ça peut être excellent malgré le sacrifice de cette unité. Oui, il y a les drones qui sont encore en vie, mais ils sont en train de faire un long distance mining. Il repose sa base, il fait l'académie fantôme. Il est en train de poser la fucking portée des libérateurs et de les produire 3 par 3. En vrai, mec, le comeback de Jack-J dans cette game qui est passé là à l'instant à 62 SCV. J'y crois. Non mais complètement, 62 SCV, il a balancé la base de mule, il est remonté à 4002 d'income sur une seule base. En fait, il avait besoin de cette phase de temporisation où t'as ce drop qui prend ultra, l'autre qui prend une base, c'était...
hyper compliqué à mettre en place et il y est parvenu. Surtout qu'en fait il faisait ça pas comme je dis, en faisant de la bio pour faire plus de bio, c'était de la bio avec de la transition libérateur. Donc en gros s'il faisait juste à clic, même sur un straight base, genre il perdait à coup sûr. Il a été opportuniste là-dessus, mais c'était tellement bien exécuté. Voilà, petit move en plus que tu poses le marine pour prendre la vision, dégager le Zerling pendant que les autres escortent la pop. C'est reprise de map control violente. C'est que Jaggi, ça joue vite. Hein. Jaggi, ça joue méga vite. En vrai, ça fait plaisir de voir des... Enfin, ces vieux terrains d'un peu old school qui reviennent très en forme, mine de rien, sur la scène. Et pourtant, un up-and-comer comme Impact, que tout le monde a dit dans les interviews de groupe qu'il le redoutait, et ben là, Impact il est un peu en train de se faire mettre en difficulté dans cette première game de ce BO3. Pour le loser's match, celui qui perdra ce BO3 sera éliminé de la GSL dès le round of 32, donc la première étape de cette compétition. Effectivement, là on a donc un Impact qui est en train de faire l'ultra face du fantôme, hein, qui est l'arme ultime à l'heure actuelle des terrains dans le late game, c'est libérateur Ghost, tu en fais beaucoup, c'est fort, c'est très fort, c'est difficilement contrable. Mais on part d'une situation du côté de chez Impact où en fait on est devant, on est clairement devant. Jaggi il a pas le nombre, il est sur une carte où en fait il est très difficile de verrouiller et le Ghost il a besoin de hauteur, il a besoin de petits couloirs en fait pour exploiter tout son potentiel et là-dessus bah, il se retrouve assez limité. Ascension Trigger, ça a toujours été cette problématique pour le joueur Terran, c'est comment est-ce que tu fais en late game. T'as tendance à te faire abuser. On verra s'il arrive à trouver des solutions. Toutefois, moi je vois un homme qui produisait ses ghosts 4x4, là c'est 3x3, mais il y a quelques instants c'était 4. Et en soi, je me dis, ouais, le late game c'est chaud. Jusqu'au moment où tu fais des ghosts 5x5, holy shit. Et les snipes ils vont tomber, hein. Et même les EMP, enfin là il y a vraiment moyen de faire la diff. Hein. C'est ça, 2000, 1000. C'est un cul de banque, tu vois, c'est pas grand chose, c'est ton 13e mois, tu vois. Bon, c'est cool, mais ça fait pas rêver non plus. C'est ça. Ça refait pas ta vie. Oh, les VP absolument massifs ici sur les hydras. Attends, elles sont mortes sur quoi? Les snipes? C'est des snipes qui ont tué les deux hydras? Oui, bien sûr. Les deux Viper, hein? Ah, il a EMP en panique de ouf et après il a snipé derrière comme il a pu. Maintenant, en fait, entre les EMP et les snipes, il a cramé beaucoup d'énergie sur ses fantômes. Hein. Et là, en fait, il joue de manière offensive avec des unités au potentiel défensif, mais sur une carte où défendre c'est de la merde. Donc je sais pas si je dois le critiquer pour ce qu'il fait ou si je dois apprécier. Dans tous les cas, il y a un vrai parti pris là-dessus. Moi j'aime ce qu'il fait. Hein, je suis plutôt d'accord. C'est d'accepter l'inversion des rôles ici. Il fait le ménage. Et ici, il est en train également de faire le café avec ses unités, même s'il perd du coup une grosse partie de son armée, ainsi que des workers. Mais la PF de l'autre côté qui est en train d'essayer de tenir son rang avec les libérateurs en soutien essentiellement. Hein. Là, le son sur la PF, c'est clairement anecdotique. L'important, c'est est-ce que le libérateur arrive à tuer l'Ultra Risk. Et c'est la PF qui va faire le kill final des Vipers qui tombe ici sur la biowall. Cependant, la bombe parasitaire split ce libérateur. Oh non! C'est ce moment où il a essayé de trouver toutes les unités, c'est vrai. Elles étaient toutes les unes sur les autres. Mais les libés sont en vie. Les libés sont en vie et c'est l'essentiel parce que si les libés sont en vie, ils peuvent mettre un shot. C'est ça. Et c'est le shot qui fait la diff. Non, franchement, il a beaucoup de fantômes. Et ça manque de tanks. Enfin, toi, le mec, il a pas de thunes, il a pas de machin. Bref. Mais ça manque de maraudeurs. Non, c'est bon, les tanks sont en train d'arriver. Il a quand même ses quelques maraudeurs. Ça se joue encore. Ah mais pour moi mec, Jaggi il est en train de faire des choses très bien hein. Là faudrait juste éviter de perdre toute sa ligne de minerai. Mais non mais forcément au moment où je dis que ça se passe bien pour toi, tu vas perdre une vingtaine de SCV. C'est tellement dommage ici. Parce que là ça te met dans une position 6 milli all-in hein, mine de rien. T'as 39 workers contre les 71 de ton adversaire. Même si t'as des mules, ça va pas faire la différence à l'heure actuelle. Parce que c'est une orbitale qui s'est fait mettre hors de service par les alliés de ton adversaire. Là, les snipes qui doivent absolument tomber sur les bonnes unités. Les libérateurs qui sont en train de faire un gros travail. Et là les snipes qui vont tomber directement sur les corrupteurs et la Viper pour permettre de les gérer. Ceci étant dit, les corrupteurs tuent les libérateurs et ça m'a l'air d'être la fin. On se fait clean, j'ai envie de faire, mais derrière en fait on a tout perdu, donc on est obligé d'abandonner. Jaggi, il a failli. Il était à deux doigts de faire le comeback de l'infini. Et finalement, genre ça plante à rien. Ah mais c'était un comeback en 7 minutes et ça dépendait de si t'arrivais concrètement à crush l'armée Zerg assez vite pour permettre à tes marines de sauver tes libérateurs contre les corrupteurs. C'était tellement fou ce qu'il a réussi à produire à la fin. Mais genre, le run by de Zerling qui tue, c'est le Zerg qui a de la marge, qui se dit ok mec, t'es un peu relou en affrontement face à face, donc je vais splitter ma pop, je vais te ruiner ton économie. Et
Derrière, je fais un clean dégueulasse, mais de toute façon, t'as plus rien chez toi, donc tu n'auras plus qu'à quitter cette partie. Jack J a été glorieux, mais Impact a été plus solide de manière générale. Maintenant, cette game, elle part d'un proxy qui est scouté, qui est foiré. Ouais, non, mais clairement, déjà que la game, elle a duré 21 minutes sur Legacy of the Void, considérant... Oui, l'opening, c'est... Et un opening raté, tu vois. Genre... Généralement, c'est plus genre le Dorax fait du dégât et le Zerg arrive à survivre. Et du coup, la game dure 21 minutes. Là, c'est un Dorax qui fait pas de dégâts. Normalement, c'est 10 minutes, c'est fini, tu meurs sur le push rouge, quoi. Clairement. Donc, un Jack J qui finalement a été plus dominant dans la game qu'Impact ne l'a été. Impact a été suffisant, d'une certaine manière. Là où ce joueur en bas à droite a été glorieux. C'est qui? Titan EX1, Jack J. On va voir du coup. Juste ici, c'était l'ancien fiancé de Daichi, bien évidemment. Hashtag Kappa Pride. Et en haut à gauche, c'est son teammate en Zerg. Et harcèlement pour Dead Pixel. EX1, Impact. Titan EX1, bien évidemment. Forcément, hein, le côté fierce Batman quand tu dois tuer un teammate à ce moment-là de la game, de la compétition. Et voilà, bon, ça fait partie des grands aléas des tournois, hein, les Team Liquid. Ouais, mais la Team Liquid Curse, du coup, toujours connue pour effectivement l'élimination des teammates dans les jeux en individuel. Ils ont ça sur StarCraft 2 et dans le Versus Fighting, où genre ils ont tellement de joueurs tellement forts que genre le RO16, à chaque fois, il y a forcément 2 joueurs de Team Liquid qui doivent s'entretuer. C'est obligatoire et ça fait chier, mais bon, c'est le truc quand tu fais partie d'une grosse écurie, no pun intended, de l'e-sport, et ben tu vas forcément finir par t'entretuer entre teammates. Effectivement, donc sur cette game en tout cas, on a 2 joueurs qui s'entretuent, mais bon, ce sont des nouveaux practice partners, ou enfin des longs practice partners, mais des nouveaux teammates. Jeggy qui a fait donc une très belle première partie malgré son opening, un pack qui a été comme à son habitude en fait, un macro god avec le jeu sur la contre-attaque systématique qui fait que quand tu crois avoir en fait une fenêtre d'opportunité derrière, il vient te rappeler l'ordre. Mec, non, c'est bon, calme-toi, je suis Zerg, je vais pas faire des fights en face à face débiles, je vais contre-attaquer, je vais te fumer. Ouais, le premier Reaper en tous les cas qui est parti du côté de chez Jack J, directement au milieu de la map. On va essayer peut-être une phase de micro qu'on n'a pas eu l'occasion de tester à la partie précédente. Il y a un truc qui est beaucoup fait à l'heure actuelle, c'est le centre technique sur la B3. C'est la petite méta, après c'est aussi beaucoup dans la version double faucheur du thermal qui se fait un peu qu'en Europe, enfin du côté du thermal, du côté d'Optimus qu'à l'étranger ça ne se fait pas beaucoup. Mais ça se fait surtout aux Pays-Bas du coup. Effectivement en fait, tout simplement. Petite restriction du coup, voilà, nationale sur le build order. Oui. Ici, ça fait longtemps que j'ai pas vu des joueurs faire ça speed over. Contre Terran tu veux dire? Ouais, contre Terran. Parce que contre Protoss c'est tout le temps. Mais oui. C'est vrai qu'il y a encore des joueurs qui font ça contre Protoss. Bah Laser il le fait à toutes les games mec. Ah, mais Laser c'est une fucking victime. Bon, non, qui gagne tous ses matchs. Ouais. Une victime. Ouais. Ouais, c'est une victime qui gagne tous ses matchs. Ouais, super victime enfin. Genre... Après Tascaret tu fais. Je vais pas faire speed over parce que je vais faire ascenseur. Non mais, ou alors Pokeling, ou alors Buck ou Dodge. Non mais imagine ta vie, genre imagine t'es une bully, tu vois, genre vraiment une brute qui victimise des gens, tu vois. Je dis, ouais, c'est vrai que ce mec à chaque fois en fait j'essaie de lui voler son goûter et il me raquette et en fait c'est lui qui me raquette. Genre est-ce que tu te sentirais vraiment bien, tu vois? Genre, ouais, la méta c'est que je raquette les gens. Ouais, mais il y a ce mec là, il te défonce à chaque fois. Est-ce que tu garderais ton build order de bully? Non, mais tu sais, c'est ce mec qui a redoublé 17 fois. Non, mais 3 classes en primaire, il fait 3 têtes de plus que tout le monde. Mais il a un petit détecteur de métaux avant de bully les gens, tu vois, en mode t'as pas de couteau, c'est bon, je peux te défoncer la gueule. Ouais. Il veut être 100% sûr. Il a, de toute façon, il avance son bras, il a 2 fois plus de longueur que le mec en face. Donc tu vas le défoncer quoi qu'il mais tu sais, genre il veut être sûr qu'il est pas dans le Ouais, mais du coup, ce que t'es en train de dire, c'est qu'à Laser, c'est un lâche quoi. Il veut être sûr. C'est un mec. Donc c'est un lâche. Bah non, pas forcément. Ah, il vérifie tout avant d'attaquer. Il vérifie qu'il va gagner avant d'attaquer. C'est la définition de lâche du coup. Lâche, c'est un mec plutôt qui fuit, non? Bah, c'est un mec qui c'est un mec fuit prévoyant. Non, lâche, c'est un mec qui fuit face à l'adversité, tu vois. Merci New Horizon. Mais il la fuit pas, il la prévoit. Bah ouais, mais si tu la genre, si le mec il scoute un truc et que finalement il peut pas attaquer, est-ce qu'il va attaquer? Bah non. Mais il attaquera plus tard ou différemment. Ou alors il attendra que son adversaire s'empale. Parce que ce que tu disais.
c'est que c'est un lâche. Que quelqu'un contacte Elisa. Titan Sword bien sûr qui resub également, merci à toi. On est en train de faire deux dominants ici, donc ouais non on est complètement dans une option agressive du côté de chez Impact ici. On a embarqué les Queens, on a embarqué des Zerglings loin, et ça j'aime bien parce que plutôt que de les faire juste ici et d'être complètement vus surtout face au terrain qui à l'heure actuelle ont tendance à faire des Vikings et quasiment tous les build orders. C'est bien, c'est plutôt bien vu, on verra si ça a du potentiel ici, parce qu'on n'est pas parti sur une B3 très rapide du côté de chez Jackji. Sous-entendu qu'en fait on a produit... Oh j'allais dire on a produit une... En fait non, c'est qu'il avait une de faire une B3, mais il n'a pas posé la B3 parce qu'il voit qu'il est en panique et du coup il a 720 de minerai qui ne sert à rien, donc on te balance des bunkers parce qu'on a un marine à planquer dedans. Mais on n'a rien d'autre comme autre solution, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oh c'est chaud pour Jackji. Ouais, le gros round ici de la part de Impact qui va réussir à faire du dégât. Les Queens également en frontal qui sont en train de faire la diff face aux Vikings et à la Banshee. Hein, la Banshee qui aurait été l'essentiel counter à ces ravageurs. Mais ici ça va être extrêmement compliqué. Les transfuses qui tombent mine de rien pour les Queens pour les garder en vie et du coup accumuler des transfuses pour plus tard. Le drop qui a l'air d'être finalement nettoyé. Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop tard ici? Oh, on a récupéré les Queens après s'être débarrassé des Banshee. C'est très dur là pour le joueur Terran, cette pression Ravager qui, mine de rien, va se débarrasser des... déjà tous les dépôts, donc un supply block de ouf, même s'il est du côté de chez Impact, c'est un supply block avec 2 fois plus de population, 2 fois plus de valeur d'armée. On va poser les Queens ici pour absorber les coups de libérateur le temps que les Ravagers rechargent. On a mis les BD à côté du tank, on les a mis juste devant. Le tank qui fait grave la différence là-dessus. Hein. Ouais, on perd 10 SCV, mais on se retrouve seulement à égalité d'un point de vue récolteur. Et on a la B3 qui est en train d'arriver, alors que du côté de l'Impact, oui, la B3 elle est là, mais en tant que joueur Zerg, c'est bien moins important d'avoir la B3, puisque vos B3 elles ne génèrent pas des mules, hein, tout simplement. Donc vachement moins bien dans l'ensemble. Le T2 du coup qui va être envoyé de la part d'Impact, qui sait qu'il doit transitionner ici pour réussir à s'en sortir. Il va essayer de gratter un petit peu avec ses ravageurs, parce que c'est compliqué hein, de les ramener juste comme ça, mais derrière, on sait bien, entre le tank et le libérateur, on ne trouvera pas beaucoup plus de dégâts. Donc deux chambres d'évolution du côté de Impact qui est en train de faire une transition après un timing finalement, franchement, en demi-teinte, cette pression qui est maintenue, et c'est là en fait où Impact s'y retrouve, c'est que parce qu'il a réussi à tuer les Banshee, ça existe encore. Sinon une Banshee ici, puis finalement tu dégages, il prend des risques de ouf pour finalement pas grand chose, mais c'est un peu le risque de ouf qui tu dis, c'est un peu con, le gars, pour rien il perd un Ravager. En vrai c'est le truc où des fois le joueur terrain fait oh mon dieu le mec est en train encore de me pusher, du coup je relance des bunkers, et puis au final voilà, au lieu d'avoir lancé de centres techniques, le mec il lance des bâtiments paniques, et c'est un peu ce qu'on voit, tu vois. C'est pas des bunkers, mais on lance 4 actes parce qu'on sait qu'il faut de la pop, du coup il n'y a pas d'upgrade. Et là on va prendre un avantage de ouf. Et je pense qu'il y avait un côté genre, en vrai si tu trouves la portée sur un tank et que tu prends un tank et que c'est le tank de la B2, tu t'infiles dans la ligne de minerai B2, tu cut le mining, genre... Alors que le Ravager, c'est pas une unité qui transitionne bien dans le mid-late game. C'est une unité cool qui vient sur ton early mid-game. Mais derrière, genre, l'unité elle se périme tellement vite que la tréfier c'est dur parce que tu prends un risque sur le fait de tenir la prochaine attaque. Mais de l'autre, si tu arrives à trouver le dégât, tu fais la diff. Le problème, c'est qu'ici, le dégât il n'a pas été trouvé et que la pression elle arrive d'ores et déjà de la part de Jackji directement avec 3 tanks, des lions et un cyclone pour faire la différence. Notamment ici sur les grosses brochettes de drones. Déjà 4 drones, 5 drones, 6 drones au tapis, d'entrée de jeu. Ouais, et là on a les Ravagers du côté de chez Impact pour aller balancer les billes. Il arrive très rapidement ici au corps à corps avec ses Zerglings, même s'il perd les Ravagers. Les 3 tanks se sont fait défoncer, ça a été rapide, ça a été violent. En fait c'est de la mine de Jackji, il avait juste pas assez de population, les Ravagers ont un bon spread. Non mais et surtout c'est un placement parfait de la part de Impact en fait. Genre, mec tu places une bille au mauvais endroit, il y a un tank qui meurt pas, tu prends 2 shots de plus, tu vois. Et t'as tout ça qui meurt. Et t'as tout ça qui meurt, et du coup ta défense elle est même pas utile, parce que t'as perdu 10 drones et 400 de gaz. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Là, on a un pack qui joue sur le fil du rasoir, mais avec tellement de capacité d'exécution que finalement, c'est complètement en train de passer. Ceci étant dit, voilà, c'est... Alors tu vois, c'est du petit détail pour récupérer de SI, mais derrière, ça lui permet de payer ses 73 drones. Ah ouais. Bon, sur 3 bases, 75 sur 3 bases, on est d'accord, c'est de la connerie. À 9 minutes de game, c'est même sacrément de la merde, c'est même nul à chier. C'est le mec, en fait, par réflexe, il a fait le drone. Mais en fait, plus j'y pense, plus je dis, mais en fait, mais t'es complètement con. Mais sauf... Non, c'est un vieux réflexe, c'est un vieux réflexe. Mais sauf qu'il y a la 4ème hache qui est posée, tu vas... En vrai, c'est le moment où tu commences à longue distance mining, parce que de toute manière, ta base...
elle va se terminer, tu vois. Il avait 19 drones sur une base à 4 paquets de minerais. Certes, mais genre ta base, elle va peut-être mourir genre 15 secondes après c'est terminé, mais en long distance mining, ils vont être plus efficaces. Donc en vrai, même si c'est pas très efficace d'avoir 75 drones sur 3 bases, d'avoir 75 drones dont une partie qui est long distance mining sur 3 bases ennemies, c'est cool. Ici par contre, il faudrait vraiment pas perdre la charge. Ah, c'est tellement dommage ici, les ravageurs qui arrivent vraiment trop tard pour défendre. Et en plus maintenant qu'ils vont se faire prendre la partie directement par l'Isdrave. Très bonne micro-gestion de la part ici de JackG. JackG franchement ultra solide hein, sur ses mécaniques comme on l'a vu sur la deuxième game là. En vrai, je suis un fan d'impact. Mais en vrai, genre, le renouvellement du Santeran, il a tellement été court ces dernières années, que ce soit sur la scène coréenne ou européenne. Bon, Amérique, on n'en parle même pas parce qu'en dehors de spécial, il y a Kill Azure. Ouais. Voilà, et c'est tout. C'est vraiment le truc de... En vrai, je serais presque content que JackG, il arrive au moins à gratter son decisive match contre Stats. Franchement, il mérite. Là, sur ces games, il est vraiment solide. Alors, Impact n'est absolument pas en reste, mais de toute façon, ce groupe, en fait, il est stacké. JackG paraissait un petit nom, mais en fait, quand tu le vois jouer comme ça, tu dis purée, c'est vraiment un des groupes les plus violents qu'il y avait dans ce Rune of Certitude. Ouais. Et en vrai, bien, quoi. C'est limite le groupe of death. Hein. Genre, je sais pas ce que vous voulez les autres, hein, mais clairement qu'ils aillent manger du pain, parce que là, c'est. Enfin, Impact, il est méga vénère. JackG, je pensais vraiment pas. Hein. Je pensais qu'il allait se faire défoncer. Et là, il est en train de faire des choses très belles. Donc, le mec est méga vénère. Classique et stats, c'est méga vénère. Donc, clairement. C'est 2 des 3 meilleurs protos du monde, voilà, tout simplement. Ouais, alors, calme-toi. Hein. Bah, quoi, tu mets Hero dans le top 3 et puis après tu fais classique, Hero, trap et stats éventuellement. Il faut voir si SOS c'est pas meilleur. Quoi. Genre, stats, potentiellement, c'est le 5ème. Non, il a fini premier de son groupe, le monsieur. J'en ai rien à foutre. Là, on est en train de temporiser son timing de 2. Hein. Maintenant, il est un petit peu loin, donc on va décider d'engager plutôt sur le timing des Vipers parce que toutes les unités sont superposées. Oh là, le clean, encore une fois, avec un Roach Hydra dégueulasse, mais un Roach Hydra en surnombre. Ben, avec des Vipers, ça a toujours cette capacité à écraser de la BIOS sans aucune difficulté parce que le principe d'outplay, le principe de micro-gestion avec de Linksbane, bon, tu peux toujours espérer une bonne mine, tu peux toujours espérer un bon shot de tank, tu peux toujours espérer un bon ciblage. Roach Hydra, le gars s'il a plus, il est en concave et qu'il te met les bombes Blinding Cloud, tu dégages. Genre, t'as pas d'aspect, t'as pas de facteur micro-gestion avec toi. Le mec, il a juste de la puissance de feu. De manière, un mec, il a un obrus, il a plus ou moins 10 mètres. Bon, t'as pris 3-4 éclats, t'es quand même pas bien, quoi. C'est ça un peu le Roach Hydra. Ouais, non, clairement. Les Roach ici continuent de tourner dans le drop. Les Vipers qui sont bien en place pour caler le bon Blinding Cloud en cas de besoin, ou le hook si c'est un tank solitaire. Et là pour le coup ce tank qui me paraît bien seul, hein. Vas-y, va le hook, voilà, va le chercher directement. Impact peut-être ici pour un point supplémentaire dans ce BO1 et du coup une victoire directement face à son adversaire terrain, JackG, qui a l'air de ne pas avoir fait l'affaire dans ce match-up. Impact qui avance et qui va se retrouver face à Classic dans c'est ça, match. Match du coup oui. Inédit. non, j'étais vraiment en train de dire. Bon, je vais prendre ta bouteille, ça va plus. non, mais vraiment, t'es genre, putain, t'es un Protoss contre Impact. En fait, j'ai perdu en fait quelle était la première confrontation. Donc, dans match. Fous-toi de moi. Non, mais pour de vrai. Donc, match inédit qu'on n'a pas eu. On a eu un 2-1 en fait en l'affaire de Stade face à Impact tout à l'heure. Il y a eu des matchs. Finalement, les 3 étaient à peu près à sens unique. On a vu un Impact qui jouait vraiment sur les timings, mais pas forcément trop sur le long terme. Encore une fois, un joueur qui joue vraiment beaucoup sur ses mécaniques de jeu, sur les contre-attaques, plus que sur ok, j'ai très confiance en mon late game, un peu comme le ferait un Stéphano. On verra ce que ça donne. Donc, classique contre Impact. J'ai dit, ça passe à la trappe. Maintenant, c'est un peu dur de sortir là. Maintenant, pour rappel, on offre sorti tout. Tu as. Plus de 1000$. J'ai envie de vérifier. T'as 2000$ pour être en. J'avais envie de 2000$. 32. Ok, c'est. T'as 2000$ si t'es arrivé là. Donc c'est chiant de te faire éliminer maintenant parce que forcément t'as un compétiteur, t'as envie d'aller plus loin. Maintenant, contrairement à l'année dernière où en vrai, genre, tu faisais jamais plus loin que ce round. C'est ça, je me disais, c'était même plus. 2800$. 2800$. Donc quasiment 3000$. C'est pour ça qu'il y a autant de joueurs en fait sur la scène coréenne qui continuent à jouer. Parce que en vrai, genre tu voyais l'année dernière et où t'avais pas de thune pour le round of 32. Il y avait pas de thune l'année dernière. Il y avait pas de thune. Okay. Et c'est vraiment le truc de
il y avait des joueurs qui étaient en mode ouais mais en fait on peut pas vivre. Et genre Blizzard a fait bah c'est parti, prenez 2000 balles en plus. Et en vrai c'est peut-être genre 10 000 balles qui sont pris au titre du premier, mais c'est 8 joueurs, 10 joueurs, 12 joueurs qui continuent à jouer. C'est ce qu'il faut Merci pour faire papa. la scène. C'était pas Djokovic qui même au tennis a dit il y a un truc genre 2 semaines en mode bon les gars, enfin première place il y a masse de thunes, pourquoi est-ce que vous payez pas un peu plus les joueurs qui sont en vrai genre pourquoi est-ce que Katowice c'est l'event le plus pété depuis 5 ans? C'est parce que les gars, il y a 76 joueurs, le cash prize pour les 60 premiers, c'est-à-dire vous gagnez un match, vous avez minimum 600 $, ce qui vous paye votre défraiement, voilà, si vous vous démerdez pas trop mal, parce que bon, la Pologne c'est pas le pays le plus cher, donc oui, votre billet d'avion si vous venez de la Corée c'est un petit peu cher, mais 600 $, vous gagnez un match, si vous ne gagnez pas un match, bon bah un peu tant pis pour vous. Alors des joueurs qui vont pas gagner de match, mais t'es un loser bracket, donc c'est même pas un mauvais forcément seeding d'entrée de jeu. Ce type de format c'est excellent, genre les 100 000 balles juste pour le premier et puis le deuxième il a rien, tu vois, c'est un peu de la déconne. Alors les IEM, ils avaient justifié leur format parce que tous les joueurs qui étaient qualifiés avaient déjà eu des thunes via d'autres tournois. Mais ce principe de on a un cash prize énorme pour les champions et puis rien derrière, bah en fait c'est nul parce que tu as un joueur qui a masse de thunes, qui en plus en général parce qu'il est champion et qu'il a masse de thunes, derrière il fait de la merde parce qu'en fait il se repose sur ses lauriers. Là tu as toute la scène qui a envie de participer. Les mecs ils sont chiés dessus en offert et tout. Mais déjà le 32... tu vois, si ton 32e c'est Jack J mec, le niveau de jeu il est déjà incroyable. Est-ce que tu as envie de demander mieux? Et le mec est déjà énorme. Le mec est déjà énorme. Et Katowice, ça sera très très bientôt. Salutations à Ita bien sûr qui va les casser l'Overwatch League qui reprendra très très bientôt. Donc n'hésitez pas à aller voir ça à la fin de ce broadcast sur la chaîne Overwatch League FR ou une connerie dans le genre. Enfin, vous trouverez si vous voulez vraiment chercher. Nous on fait un break rapide. Oui, c'est ça. Et on revient juste après avec le prochain match qui va opposer du coup Impact à Classic. C'est ça. Du coup pour le deciding match, c'est le dernier match de la soirée. BVZ. À tout de suite.